Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, 5e et dernier volet de notre semaine sur le Togo avec un dossier consacré à la musique togolaise. Au programme également, les anciens présidents centrafricains Michel Djotodia et François Bozizé n'ont pas signé l'engagement de Nairobi. Et à Djibouti, un projet d'amnistie des personnalités de l'opposition a été adopté. Et pour nous accompagner dans cette émission, nos éditorialistes, Gracien Okindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Alfred Chango, bienvenue. Merci Fanny et puis bienvenue à mes très chères téléspectatrices. Et Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous les téléspectateurs. Tout de suite, l'actualité du jour. Des délégations d'anti-Balaka et d'ex-Seleka présentes à Nairobi depuis novembre 2014 ont signé ce mercredi une déclaration d'engagement par laquelle ils reconnaissent les accords de Brazzaville. Les anciens présidents Michel Djotodia et François Bozizé devaient également signer, mais il n'en a rien été. Ibrahim Ndiaye. Ce mercredi 8 avril, des délégations d'anti-Balaka et d'ex-Seleka ont signé une déclaration d'engagement par laquelle elles reconnaissent les accords de Brazzaville. Toutefois, les anciens présidents Michel Djotodia et François Bozizé n'ont pas signé l'engagement de Nairobi, dont les pourparlers duraient depuis novembre 2014. Les autorités de Bangui ne sont pas associées à ces négociations dont elles ne reconnaissent pas la légitimité. Les autorités de Bangui sont les seules aujourd'hui investies à prendre des décisions sur le sort de la nation. On n'empêche pas les Centrafricains d'en discuter, qui se retrouvent à Nairobi, qui se retrouvent à N'Djamena ou ailleurs. La seule chose que nous, on souhaite est vraiment que nous tous, nous travaillons un peu dans le même sens, dans le sens de la réconciliation nationale et faire en sorte que le désarmement devienne vraiment quelque chose de réel. Cet engagement prône le ralliement de l'accord signé à Brazzaville en juillet 2014 et la reconnaissance de fait de l'actuelle transition. Pour de nombreux Centrafricains, l'accord de Brazzaville doit être le seul pilier de la réconciliation nationale. C'est un non-événement. Vous savez, est-ce qu'ils ont besoin de signer un document pour dire qu'ils reconnaissent l'accord de cessation des hostilités de Brazzaville? L'accord a été accepté par la communauté internationale et par la communauté nationale. Tous les Centrafricains ont accepté cet accord. Celui qui a signé au nom de Michel Djotodia à Nairobi, il était avec moi à Brazzaville. Et il était avec moi à Brazzaville. C'est pas aujourd'hui qu'il va se rendre à Nairobi pour signer, pour dire qu'il s'engage pour l'accord de Brazzaville. Ça, c'est une pratique politicienne. Et ça, c'est pas bon pour la paix chez nous. Une discussion entre le gouvernement et les groupes armés a été organisée ce vendredi 10 avril à Bangui. D'autres rencontres importantes sont attendues, notamment le Forum intercentrafricain qui aura lieu du 27 avril au 4 mai 2015. Gracien, que pensez-vous de cette non-signature de l'engagement de Nairobi par les deux anciens présidents? C'est un événement parce qu'en fait, les deux anciens présidents étaient dès le départ les instigateurs de ces négociations de Nairobi. On sait bien que les autres n'étaient pas présents et en plus, ça s'est fait, disons, au détriment de la région de l'Afrique centrale parce qu'il y a d'autres présidents en fait qui voulaient être des médiateurs, mais comme ça s'est fait au Kenya avec le président Uhuru, donc, on s'attendait à ce que les deux anciens présidents signent parce qu'au moins c'était dans le cadre de la reconnaissance des accords de Brazzaville. Mais en même temps, on peut dire que les deux anciens présidents, à travers cet accord, pouvaient, d'ailleurs ce qui est dans la lignée de ce qui était prévu dès le départ, disons, jouer sur leur retour au pouvoir, notamment au niveau de la présidence ou du Parlement, parce qu'il y a cette question de transition, mais tout en sachant bel et bien que c'était un jeu qui était perdu d'avance. Alfred, est-ce que les pourparlers de Nairobi sont un échec? Parce qu'elles ont été beaucoup décriées, notamment par les autorités de transition à Bangui. Je pense, Fanny, qu'il y avait là une tentative de court-circuiter un peu les accords de Brazzaville qui, aujourd'hui, régissent la transition. Après les anciens accords qui avaient été sabordés par les uns et les autres. Et alors, parler d'échec ou non, moi je dirais que c'est, mais vraiment pour reprendre les termes, je crois, d'Nzampaïke, c'est un non-événement.
C'est-à-dire, voilà, 2 anciens présidents qui ont été chassés, comme on le sait, qui essayent de contourner le processus en cours pour essayer encore de montrer leur capacité de nuisance, et au fond, qu'ils n'aient pas été là ou qu'ils aient été là, ça ne change strictement rien puisque le processus de transition est en cours. Il y aura ces dialogues inter-centrafricains à la fin du mois. Et puis les élections bientôt au mois de juin ou si le délai ne sont pas tenus au mois d'août. Donc là, on est vraiment dans la dernière ligne droite pour sortir justement de cette situation que ces 2 anciens présidents ont créée. Ils veulent continuer encore à déstabiliser la Centrafrique alors qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits ou qui ont été faits par à la fois les Centrafricains, par la communauté internationale, par l'Afrique centrale, et que donc il n'y a aucune raison justement de vouloir torpiller ce processus qui est en cours. Donc pour moi c'est vraiment un type de non-événement, mais c'est des gens qui veulent faire parler d'eux alors qu'ils sont hors jeu. Jean-Marie, cet engagement de Nairobi n'apporte rien de nouveau par rapport aux accords de Brazzaville? Apparemment, ça n'apporte rien de nouveau, comme Alfred vient de le dire. Il y a les accords de Brazzaville qui ont été signés, bien que ça a été signé avec, sans l'assentiment de la communauté internationale, parce que la communauté internationale a quand même pointé, si vous voulez, la manière dont le président Sassou a mené les négociations. Le président Sassou, lui aussi, à son tour, étant occupé par des problèmes internes aussi, donc ça se comprend quelque part. Ce qui fait que, in fine, on se retrouve à Nairobi avec des acteurs économiques qui complexifient encore un peu plus la situation. Déjà, à l'intérieur des ex-Balaka et des ex-Seleka, vous avez un souci là-dedans, c'est qu'il y a un problème de scission entre les différents chefs. Parce qu'il est très, très, très important de noter, comme Alfred le disait tout à l'heure, la non-présence des 2 présidents. Des 2 anciens présidents, pardon. Cette non-présence-là, il y a quoi? C'est lié, si vous voulez, à la décision que vous avez au niveau interne. Parce que, par exemple, monsieur, je crois qu'il y a un des opposants, je ne sais pas s'il y a un ex-Balaka ou Seleka, Ngesamo, qui a créé son propre parti à l'intérieur du parti pour se positionner par rapport à la présidentielle. Donc, comme Alfred le disait, de mon point de vue, si vous n'avez pas les autorités de Bangui qui sont assis pour pouvoir paraffer ces accords-là, à la limite, c'est un non-événement en ce qui me concerne. Tout simplement pourquoi? Dans la mesure où vous avez les autorités présentes à Bangui qui ne s'assoit pas avec ces 2 anciens présidents-là pour pouvoir signer quelque chose. Et là où je dis que la situation va encore plus se complexifier, parce que le président d'Otodja, il se prévaut, si vous voulez, de son ancien mandat. Il réclame de finir, comment dire, les 15 mois de mandat qui lui restent à effectuer, donc on rentre vraiment dans une situation qui est relativement ubuesque. Gracien, du coup, c'est le Forum pour la paix de Bangui qui va s'avérer crucial maintenant pour résoudre la crise en Centrafrique? Oui, ce sont des discussions à Bangui qui vont résoudre le conflit. Mais il faut dire clairement, parce que le problème qui s'oppose, il y a une présidente qui est à la tête de Centrafrique, qui a été désignée pas élue, pour régler la question de la République centrafricaine. Mais on a l'impression que les négociations se passent à Nairobi, à Rome avec Sant'Egidio, mais on ne voit pas vraiment le rôle de la présidente. On ne voit pas son rôle en tant que, disons, on pourrait dire, c'est la mère de la nation. C'est elle qui irait voir les anciens, les anti-Balaka, les Seleka. C'est elle qui devrait en fait mettre en marche le mouvement de la réconciliation. Ne pas attendre vraiment qu'il y ait des gens qui viennent de l'étranger, parce que c'était sa mission. Et en plus, il faut dire que c'était à elle de mettre de la vitesse pour qu'il y ait les élections comme c'est prévu, non pas pour jouer avec le temps, afin que ça soit prolongé éventuellement pour qu'elle reste au pouvoir ou en arrangement avec d'autres prévus, notamment le président du Parlement. Merci messieurs. Dans l'actualité également, le gouvernement de Djibouti a adopté mardi un projet d'amnistie au profit des personnalités de l'opposition arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale de 2013, une décision destinée à relancer la réconciliation nationale. Ibrahim Ndiaye. Les relations entre le gouvernement et l'opposition vont-elles s'améliorer après la décision des autorités en faveur de l'opposition? Le gouvernement djiboutien a en effet approuvé ce mardi 7 avril un projet d'amnistie en faveur des militants et des personnalités de l'opposition condamnés pour les événements liés à la crise post-électorale de 2013. Le gouvernement privilégie le dialogue social, réaffirme sa disponibilité et poursuit son engagement à construire un ordre politique fondé sur les valeurs de justice, de pluralisme démocratique
et de bonne gouvernance entre les diverses composantes de la communauté nationale. La décision s'inscrit dans le cadre des accords du dialogue politique intervenu le 30 décembre 2014 entre l'Alliance au pouvoir et la coalition de l'opposition, l'Union pour le salut national, USN. Mais si l'opposition salue ce geste du gouvernement, elle déplore néanmoins le fait que certains membres de l'opposition dorment encore en prison. Pourquoi ces trois éléments ont été condamnés? Je crois que c'est très important. C'était à la suite des élections législatives de 2013, de février 2013, qui a vu la victoire finalement de l'opposition de l'USN, l'Union nationale pour le salut, et qui protestait contre les fraudes massives qui ont eu lieu. Et ces gens-là n'ont fait que manifester à l'époque, ont été condamnés quand même lourdement à 18 mois. Et aujourd'hui, bon, c'est quand même heureux qu'ils puissent bénéficier d'amnistie, c'est la moindre des choses. Il faut rappeler qu'il y a un prisonnier qui s'appelle Mohamed Ahmed Jabha, qui a été arrêté en mai 2010, qui a été à l'époque torturé et qui n'a bénéficié d'aucun soin et qui n'a jamais été présenté devant un juge et qui reste encore en prison à Gabon. Et Mohamed Ahmed Jabha est toujours en prison. Et aujourd'hui, nous sommes très étonnés que cette amnistie ne s'étende pas à ces militants aussi. L'accord cadre entre l'USN, l'Union pour le salut national et le gouvernement prévoyait également des discussions sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, autre point d'achoppement essentiel sur lequel l'opposition entend des réponses du gouvernement. Rappelons que la signature le 30 décembre 2014 de cet accord cadre entre le pouvoir et l'opposition avait mis fin à plus de 20 mois de crise politique dans le pays. Alfred, que pensez-vous de ce projet d'amnistie ? Ça va dans le bon sens, hein, Fanny, puisque Djibouti, c'est quand même une énigme politique, en tout cas dans la Corne de l'Afrique. Ousmane Guelleh, depuis qu'il est au pouvoir, il a tout le temps maille à partir avec son opposition qu'il essaie de museler, qu'il a essayé de museler de 1000 manières. Et chaque fois, les élections se sont déroulées, ont été contestées. Parce qu'effectivement, il y avait, du point de vue de l'opposition, l'impression effectivement de fraude, de tricherie ou de vol de leur victoire. Et donc là, effectivement, on sort de près de 20 mois de conflit qui a considérablement affaibli Djibouti, qui a très peu de ressources, comme on le sait. Et puis, donc, du coup, oui, ça arrive au bon moment, même si, comme le rappelait le dernier intervenant, il y a encore des opposants de 2006 qui croupissent en prison et ne sont pas concernés par cette amnistie. Donc, si on veut véritablement aller dans le sens de la réconciliation, de l'entente nationale, il faut élargir l'amnistie à tout le monde et puis repartir sur de bonnes bases. Jean-Marie Alfred l'a dit, l'opposition n'a jamais reconnu ces dernières élections législatives en 2013. Quelle est la marge de manœuvre du pouvoir pour justement arriver à cette réconciliation nationale ? La marge de manœuvre du pouvoir, je ne saurais le dire, si vous voulez, Fanny, mais moi je partirais sur une problématique beaucoup plus générale. En Afrique, c'est-à-dire, tous les États africains veulent aller vers la démocratie. Il n'est pas normal qu'on puisse régler un contentieux électoral en arrêtant les opposants, si vous voulez, qui font le jeu de la démocratie d'un pays. Donc déjà à partir de ce postulat-là que je pose, vous imaginez très bien que je ne peux pas être d'accord avec la pratique qui a été mise en place, si vous voulez, à Djibouti. Dans la mesure où ici, là, nous déplorons souvent, c'est-à-dire la faiblesse des oppositions, c'est-à-dire les tracasseries qui sont posées. Donc, ce qui se passe à Djibouti, c'est urgent, comme Alfred vient de le rappeler. Vous avez des opposants qui ont été arrêtés en 2006. Pourquoi ces gens-là croupissent en prison? Soit vous installez un système démocratique dans lequel les contentieux électoraux se règlent devant les tribunaux, devant la justice, même si c'est vicié à la base. Il faut au moins, comment dirais-je, intenter ces actions-là et que les chefs d'État africains apprennent à régler les contentieux électoraux, c'est-à-dire par le biais de la justice et non, si vous voulez, en arrêtant l'opposition. Quand vous arrêtez les membres de l'opposition, vous bloquez les règles du jeu démocratique en tant que tel. Donc, quelle est la démocratie que nous voulons en Afrique? C'est à nous, les Africains, de nous décider et savoir ce que nous voulons comme type de démocratie. Il faut que ce soit une démocratie ouverte à tous les citoyens qui ont des droits civiques et ces droits civiques-là doivent être respectés. Merci messieurs, nous avons marqué une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom.